Donc, je vais vous présenter notre éminent et apprécié directeur, M. Stéphane Roche, qui est professeur titulaire à la faculté de foresterie, de géomatique et de géographie, qui va être le modérateur du prochain d'un panel. Donc, voilà. Merci à mon éminent collaborateur Jason Fournier. C'est Milan. Je peux prendre quoi? Ah oui. Oui, c'est mieux parce que ça m'évite de me pencher comme ça. Là, ça va être plus facile. Euh, OK, donc j'ai le plaisir, l'honneur, le privilège d'animer un panel composé de véritables éminents collègues, pour le coup. Je vais passer vite, je vais vous les présenter assez rapidement. Puis pour Marc-André, ça va être rapide parce que dans la bio, il y a juste marqué biographie. Donc, parce que tu n'as pas dû nous envoyer ta biographie à temps, Marc-André. Heureusement, c'est ça. Donc là, il y a marqué Marc-André Bourgault, professeur adjoint en géographie à la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, biographie. Mais je peux quand même élaborer un peu. Marc-André est un des chercheurs très, très, très engagés et actifs au sein de l'Institut EDS. Et il porte plusieurs chapeaux qui sont des chapeaux significatifs. Il est tout d'abord le directeur de la maîtrise sur mesure en action climatique, qui est la maîtrise qui s'inscrit dans le chantier d'avenir en action climatique. Il est aussi en grande partie à l'origine de l'initiative des rendez-vous de l'action climatique. Les premiers ont eu lieu l'année dernière, la deuxième aura lieu cette année à la fin mai. Il est la tête pensante et l'animateur du comité scientifique. Et accessoirement, il enseigne beaucoup et il a aussi des projets de recherche très intéressants en lien avec les milieux humides et puis les enjeux de compensation, etc. Donc, tu vois, j'ai réussi quand même à dire quelque chose. Tierno Amadou Diallo, qui est un autre collègue, éminent collègue, professeur adjoint à la faculté des sciences infirmières, un aménagiste à la faculté des sciences infirmières, le premier, hein, je pense. Donc, quand on parle d'interdisciplinarité, il en est la preuve. Donc, il est professeur adjoint donc, à la faculté des sciences infirmières de l'Université Laval. Ses intérêts d'enseignement et de recherche portent principalement sur les changements climatiques et la santé. Il est membre régulier de l'Institut EDS. Il fait aussi partie du comité éditorial du journal Global Health Promotion et de la rubrique Santé-Environnement de la revue médicale suisse. Il co-préside aussi le groupe de travail mondial sur l'évaluation d'impact sur la santé de l'UIPES. Puis là, j'ai juste l'acronyme, alors je ne sais pas ce que c'est, mais tu nous le diras. Emiliano Scanou, qui vient de nous présenter le colloque qu'il organise à l'automne prochain. Donc, Emiliano est professeur adjoint sociologie à la faculté des sciences sociales. Ses recherches portent sur les enjeux environnementaux, contemporains, et plus particulièrement sur les différentes formes et déclinaisons de l'action climatique, notamment en lien avec l'action publique urbaine et les pratiques et discours en transport et mobilité durable. Je n'ai pas les bonnes lunettes pour lire, je suis désolé. Et enfin, cerise sur le sundae, comme on dit, ma collègue de la faculté aussi de foresterie, de géographie et de géomatique, Evelyne Tifo, qui est professeure titulaire. On vous l'a présenté tout à l'heure. Je peux le refaire, mais c'est la même présentation. J'imagine peut-être pas. C'est peut-être pas la même bio. Donc, non, c'est la même. Donc, professeure, département des sciences du bois et de la forêt, directrice sortante scientifique de la forêt Montmorency, etc., etc. Donc, je vais gagner du temps. On vous l'a déjà présenté, Evelyne, puis elle n'est plus à présenter. Tout le monde la connaît à l'Université Laval. Donc, ce panel, l'idée de ce panel, hein, c'est d'une certaine manière de conclure ces 3 demi-journées de colloque et de les conclure avec des réflexions qui sont sans doute des réflexions peut-être plus prospectives que ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Des réflexions peut-être aussi un peu provocatrices pour certaines, mais qui portent en fait sur en particulier, c'est la question des liens ou des co-influences entre l'ODD 13, Action climatique, et les autres ODD, le référentiel des Nations Unies. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on a préparé un certain nombre de questions et je vais poser ces questions-là à chacun de nos panélistes et leur donner quelques minutes pour s'exprimer sur ces questions. Alors, je vais commencer par une première question donc, qui s'exprime comme suit.
je vais leur demander à chacun, en quelques mots, de nous préciser en quoi leurs recherches, évidemment, sont liées aux ODD en général et à l'ODD 13 en particulier, ce qui va nous permettre de comprendre d'où il et elle parlent pour les autres questions. Puis je vais commencer par Evelyne, si tu veux bien euh, nous Oui, bien, expliquer un peu. en fait, je voudrais juste raconter la petite histoire que quand j'ai commencé mes études au doctorat, j'étudiais les sols forestiers. Là, c'est en écologie, je m'intéressais juste aux éléments nutritifs qui fonctionnaient, qui se promenaient dans le sol. Je m'intéressais pas aux arbres, je m'intéressais pas aux humains non plus qui habitaient le territoire et à rien d'autre, là. Et là, tranquillement, à mesure que mes études ont progressé avec mon postdoc et autres, eh bien là, le périmètre comptable de mes travaux s'est élargi. Et là, donc, depuis que je suis rendue à l'université, ben, l'aspect des changements climatiques est devenu vraiment la question centrale. Puis en réalité, elle aurait été importante aussi quand j'étais au doc, mais je me concentrais, mon périmètre comptable que je m'intéressais était vraiment trop étroit. Bien, en fait, les questions de fertilité du sol, de dynamique du carbone dans le sol, ben, ça a une importance vraiment grande en lien avec l'action climatique et les changements climatiques. Et donc, c'est juste que je m'en étais pas aperçue, je faisais juste regarder là, très, très étroitement là, qu'est-ce qui se passait dans le sol. Puis j'ai l'impression que c'est probablement vrai pour plein d'autres chercheurs, là. C'est juste là, le focus qu'on fait là, dans nos travaux. Donc, en s'intéressant au territoire, ben, le territoire, les enjeux en lien avec le climat sont importants. Les humains qui y vivent aussi, les décisions d'aménagement qu'ils prennent ou les décisions de consommation qu'ils prennent, ben, il y a tout un lien avec le territoire là, qui est au cœur de mes travaux. Oui, bonjour Marc-André Bourgault. En fait, moi, je m'intéresse beaucoup à la caractérisation des événements extrêmes là, et de voir comment ils ont des impacts sur les humains et l'environnement. C'est un peu la même histoire qu'Evelyne, dans le sens où je proviens d'un milieu plus quantitatif, mais j'ai toujours un intérêt fort et mon cœur a toujours été avec les sciences sociales. Donc, j'ai toujours eu à rallier cet intérêt fort pour les aspects sociaux, humains, mais avec une approche très quantitative. Et là, ben, quand je suis arrivé à l'Université Laval, j'ai pu, avec ce programme en action climatique, me lancer complètement dans cette aventure-là. Donc, je pense que la question était vraiment reliée aux ODD, où, moi, pour moi, l'ODD 13 est vraiment central, puisque il fait le lien avec tout le reste, là, toute ma recherche en lien avec les conditions, la caractérisation des conditions extrêmes et évaluer quels sont leurs impacts là, sur les écosystèmes et les humains, là. Donc, le cycle du carbone aussi, mais aussi en lien avec la sécurité publique, par exemple, là. Donc, voilà. Oui, merci Stéphane, bonjour. De mon côté, moi, j'applique essentiellement la perspective de la sociologie aux enjeux environnementaux et climatiques, mais je m'intéresse aussi quand même les côtés biophysiques, donc je lis aussi les rapports du GIEC de temps en temps. Et, donc, mon champ de prédilection, c'est l'action climatique urbaine et plus particulièrement les enjeux sur les projets et les infrastructures de transport. Donc, on est dans les ODD 11, ODD 9. Pourquoi transport ville? Parce que les transports urbains se situent vraiment au cœur de l'action climatique, mais en même temps sont un des domaines les plus difficiles à décarboniser, hein. Et on le voit bien évidemment ici dans la ville de Québec avec les péripéties du projet de tramway. Donc, on n'est pas capable, depuis 2009, qu'il y a cette idée-là de délivrer un tramway. Et cette contestation, cette opposition de la mobilité durable, on ne la voit pas juste à Québec. Donc, on n'est pas les seuls. Dans d'autres villes au Canada, aux États-Unis et en Europe, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Et disons, un peu mon objectif, c'est de comprendre cette résistance-là, cette résistance surtout sociopolitique, pour pouvoir éventuellement la surmonter de quelque manière. Merci beaucoup. Tierno, finalement. Oui, merci beaucoup Stéphane. Donc, je vais peut-être commencer par répondre à la question que tu as posée sur l'acronyme IUPES. Ah oui, oui. Ouais, je vais garder. Donc, c'est l'Union internationale pour la promotion et l'éducation à la santé. Donc, voilà, c'est une grande ONG en matière de promotion de la santé. Alors, pour revenir à ta question, je pense que
Alors, nous, on a l'habitude de dire en promotion de la santé ben, que tous ces ODD, à part l'ODD 3, ben, c'est des déterminants de la santé. Donc, si tu me poses la question, je dirais ben, je travaille sur tous. Parce que dans le cadre des démarches d'évaluation d'impact sur la santé, ben, je regarde en fait comment des politiques, des programmes et des projets ben, peuvent affecter les déterminants de la santé et quels seraient les résultats en termes de santé. Mais peut-être pour revenir à la question sur les changements climatiques et la santé, ben, en fait, vu que je travaille sur changement climatique et santé, l'ODD 3 santé, l'ODD 13 changement climatique me concerne. Et donc, je travaille sur l'éco-bénéfice, mais pas que finalement, parce qu'actuellement, en termes de projet de recherche, j'ai un projet de recherche financé par le CRSH sur lequel je travaille sur les changements climatiques, la santé et les inégalités. Inégalités sociales, donc l'ODD 10, sauf erreur de ma part. Et je suis concerné aussi par l'ODD sur les villes. Voilà, parce que dans le cadre de stratégies d'adaptation et d'atténuation qui ont aussi des effets sur la santé. Donc finalement, je touche un certain nombre d'ODD à travers mes travaux. C'est intéressant. J'avais pas, je trouve ça vraiment intéressant de considérer les ODD comme un référentiel aussi pour adresser l'ensemble des déterminants environnementaux, sociaux, économiques de la santé. Merci à vous quatre. Donc, ça permet de mieux comprendre d'où vous allez parler maintenant, puis de voir la complémentarité de vos perspectives. La deuxième question, qui peut sembler un peu triviale, mais qui a de l'intérêt néanmoins, est-ce que vous pourriez nous partager un ou deux exemples, évidemment en lien avec votre domaine d'expertise, là, qui démontrent pourquoi la grande majorité des ODD sont dépendants de l'atteinte des cibles de l'ODD 13. Pourquoi finalement c'est aussi important d'atteindre les cibles climatiques si on veut que les autres ODD puissent eux aussi atteindre leurs propres cibles. Alors, à partir d'exemples dans vos projets, puis je vais commencer avec toi, Tierno, puis tu viens d'évoquer un projet financé par le CRSH. Peut-être que celui-là est un exemple concret. Tout à fait. La question est difficile. Hein. Il aurait pu commencer. Je rigole. C'est pour ça que je dis que vous étiez des éminents collègues. Oui, c'est ça. C'est difficile, il faut des éminents collègues. Oui, c'est une question très intéressante. Ben, si je prends justement le projet Action climatique et lutte contre les inégalités sociales de santé, ben, l'idée qu'il y a derrière, c'est que bon, je pense que une bonne partie des personnes ici savent que les changements climatiques sont des accélérateurs ou des incubateurs d'inégalités sociales. Hein. Pourquoi on dit ça? Parce que tout simplement, c'est que les personnes qui sont sujettes à des inégalités sociales sont aussi celles qui sont durement touchées par les conséquences des changements climatiques. On pourra en citer les personnes avec un certain revenu, personnes âgées, les enfants, etc., certaines catégories de travailleurs. Et pourquoi cet intérêt? C'est parce que si les changements climatiques en eux-mêmes, ils aggravent ou exacerbent des inégalités sociales, il ne faudrait pas que l'action climatique contribue aussi à exacerber ou à renforcer des inégalités sociales. Il faudrait que cette action climatique ben, s'inscrivent dans une transition climatique qui est juste, c'est-à-dire qui prenne en compte les groupes défavorisés, c'est-à-dire les réalités des groupes défavorisés. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire concrètement? C'est qu'on essaye de regarder, on essaie de faire en sorte que lorsqu'on élabore des politiques de lutte contre les changements climatiques, qu'on intègre en amont les considérations ou les réalités liées aux inégalités sociales afin qu'on se retrouve dans des stratégies gagnantes-gagnantes. C'est-à-dire on arrive à la fois à lutter contre les changements climatiques d'une part et d'autre part à contribuer à la réduction des inégalités. Autre exemple d'ODD, le cas de l'ODD sur les villes, par exemple. Ben, les stratégies d'adaptation et d'atténuation qui sont prises dans les villes, je pense que Emiliano en parlera, bah, que ce soit dans le domaine de la mobilité, que ce soit dans le domaine de l'alimentation, que ce soit dans le domaine du verdissement, etc. C'est des stratégies qui offrent des bénéfices en termes de santé. Mais pour autant, il faudrait qu'en amont, lors de la conception et de la mise en œuvre de ces stratégies-là, qu'il y ait une dimension santé ou des préoccupations santé qui soient intégrées. Donc, je pense que les ODD tels qu'ils sont là ben, peuvent contribuer à la lutte contre les changements climatiques et l'ODD 13 peut contribuer à promouvoir la santé, mais selon certaines conditions. Merci beaucoup. Emiliano, justement? Oui, ben, il y a des liens très étroits pour ce qui me concerne entre le climat, les villes et les infrastructures urbaines. Il y a des liens, on pourrait dire, plus négatifs dans le sens que bon, les villes sont les plus grands producteurs de GES et souvent les transports urbains sont en tête de liste, surtout en Amérique du Nord avec un taux de motorisation très élevé, avec l'étalement urbain.
Evelyne nous a montré aujourd'hui 34% les transports au Québec, 12e secteur les plus émetteurs au Canada, après les sables bitumineux, donc on comprend bien. Premier secteur émetteur de GS à Montréal, premier à Québec avec 63%. Avant, il était même 74%, selon l'avant-dernier inventaire. Et donc, secteur clé. Ce sont des secteurs clés en lien avec l'ODD 13. Et du côté plus positif, il y a un tas d'éco-bénéfices urbains, infrastructurels à lutter bien, de manière juste aussi, contre le changement climatique. Je fais toujours l'exemple du transport, des infrastructures de transport en commun, des transports actifs vont créer des co-bénéfices. On ne décarbonise pas juste pour décarboniser, hein. Il y a vraiment des synergies. On peut penser à la qualité de vie, à la santé. Non? Plutôt que prendre la voiture, on prend les transports en commun, on prend les vélos. Il y a des bénéfices concernant l'accessibilité, donc l'égalité des chances. Et on n'a pas besoin de dépenser pour acheter une voiture parce qu'il y a un tramway qui passe devant nous, par exemple. Des bénéfices esthétiques aussi, hein? C'est mieux avoir devant soi un tramway ou une piste cyclable qu'une autoroute. Et cela nous permet aussi de préserver des espaces naturels qui, on le sait, nous fournissent des services écosystémiques essentiels. Et en dernier mot, les villes les plus attrayantes, les plus dynamiques sont des villes où nous trouvons des systèmes de transport en commun et actifs développés. Montréal, quand même, Tokyo, Londres, Vancouver. Donc, beaucoup d'éco-bénéfices à engendrer. Oui, donc moi, l'ODD 13, pour moi, touche deux points qui sont vraiment importants, soit l'adaptation et l'atténuation. J'ai dit tantôt que je fais beaucoup de suivi pour des événements extrêmes pour pouvoir avoir une idée de comment évoluent, par exemple, les écosystèmes, comment vont évoluer, quels sont les impacts sur les humains. En fait, pour moi, ces suivis sont importants puisqu'ils permettent de construire un argumentaire, soit pour mieux encadrer certains éléments. Donc, on peut penser, par exemple, au ministère de l'Environnement qui voudrait utiliser ces données pour mieux encadrer les certificats d'autorisation spécifiques à certains écosystèmes. Ça permet aussi de préciser, donc cartographier, d'évaluer, de localiser des endroits qui nous permettent de prioriser. On peut penser à un autre projet, par exemple, dans le cadre d'un projet sur lequel je travaille au niveau des îlots de chaleur. Il y a une forte collaboration avec la santé publique. Donc, on est venu disposer un ensemble de capteurs de température à travers la ville, ce qui nous a permis par la suite de mieux localiser les zones chaudes dans les îlots de chaleur. On avait déjà une idée claire de quels étaient les îlots de chaleur avec certaines données satellitaires. Cependant, quelles étaient les zones chaudes à travers les quartiers chauds, c'était particulièrement important pour prioriser la planification de verdissement. Et donc, à travers ce suivi, en fait, j'oriente le suivi spécifiquement pour répondre à des questions d'action. Donc, comment prioriser certains territoires par rapport à d'autres pour finalement favoriser le financement public, d'aller dans une certaine direction. Donc, c'est le genre d'aspect que, pour moi, l'ODD 13, c'est en soi deux dimensions, soit l'adaptation et l'atténuation, et ils sont intrinsèquement liés à toutes les autres ODD, là. Donc, on peut penser dès qu'on vient déployer un réseau de suivi qui soit spécifique à l'agriculture, ben, on va toucher à tout ce qui est associé avec la faim et l'alimentation. Dès qu'on va déployer un réseau de mesures spécifiques à l'hydrologie, dans un contexte où on s'intéresse à quelles sont les conditions météorologiques et hydrologiques futures et comment ça va affecter le cycle du carbone, ben, on va s'intéresser à la question d'eau propre, à la vie terrestre, dépendamment aussi si on touche, par exemple, aux forêts plus particulièrement. Et donc, dans cette vision de pouvoir mesurer, ben, j'essaie de le faire avec un maximum d'informations, donc de pouvoir entrer dans une vision interdisciplinaire où je suis capable de naviguer entre des données qui sont plus spécifiques, par exemple, à la santé publique, des données qui sont plus spécifiques aux finances publiques, jusqu'à des données qui pourraient provenir des données satellitaires, des données qui sont issues des simulations climatiques. Donc, en faisant un mélange de tout ça, ben, ça m'amène à toucher à ces différents ODD, à voir finalement construire un argumentaire qui est basé sur l'information. Donc, voilà comment. Merci beaucoup. On n'est pas en retard. Je vais juste, pour une fois avec moi, là, mais
Je veux juste revenir vers toi, Tierno, sur ce que tu évoquais. Tu sais, as parlé d'évaluation d'impact sur la santé, puis je ne suis pas sûr que tout le monde sache bien de quoi il s'agit, puis à quel point ces évaluations d'impact sur la santé, tu sais, de mobiliser le cadre des ODD pour peut-être mieux comprendre, formaliser ou voir les interactions entre les déterminants. Est-ce que tu pourrais juste nous en dire deux mots? Je trouve ça vraiment intéressant. Puis ce n'est pas quelque chose auquel on est nécessairement familier, avec lequel on est nécessairement familier. Merci, merci Stéphane. Bah, les évaluations d'impact sur la santé, c'est un outil d'aide à la décision, hein, comme le sont les évaluations environnementales. Je pense qu'ici, certains connaissent les études d'impact sur l'environnement ou les évaluations environnementales stratégiques. Mais sauf que là, on passe au crible, si je peux utiliser le mot passer au crible, hein, un projet, une politique, un programme pour voir quels seront ses effets potentiels directs et indirects, positifs ou négatifs, sur la santé de la population à travers une grille de déterminants de la santé qui peuvent être constitués par les ODD, les différents ODD, sauf l'ODD 3 évidemment, parce que là c'est la finalité, mais tous les autres ODD se retrouvent dans la liste des déterminants de la santé. Donc on regarde comment ces ODD-là vont être affectés positivement ou négativement. Est-ce que par exemple le projet va contribuer à réduire la faim, va contribuer à réduire la pauvreté, va contribuer à réduire les inégalités sociales ou l'inverse? Et on essaie de voir quelles seraient les conséquences si effectivement on a plus de faim, qu'est-ce qui résulte en termes de santé, si on a plus d'inégalités, qu'est-ce qui résulte en termes de santé et comment cela se traduit en termes de distribution à l'intérieur de la population. En fait, c'est des questions inhérentes aux inégalités et on formule des recommandations pour les décideurs. Donc, c'est une démarche prospective qui est soutenue par l'OMS et qui a fait l'objet d'un certain nombre d'applications dans différents pays, y compris ici au Québec, dans le cadre de la politique gouvernementale de prévention en santé qu'on appelle la PGPS. Là, il y a une mesure 2.6 de cette PGPS qui demande aux municipalités de travailler avec les directions régionales de santé publique pour réaliser des EIS. Alors, les évaluations d'impact sur la santé, je vais faire un lien avec les changements climatiques. Ça a été beaucoup utilisé justement, et ça rejoint ce que Emiliano a dit, et même ce que Marc-André a dit, ça a été beaucoup utilisé pour évaluer les risques et les bénéfices des stratégies d'adaptation et d'atténuation des changements climatiques sur la santé de la population. Donc, un certain nombre de villes, avant de prendre des décisions d'adaptation ou d'atténuation, ont appliqué cette démarche justement pour essayer de voir quelles seraient les conséquences en termes de santé afin d'avoir des stratégies gagnantes-gagnantes, c'est-à-dire au niveau du climat et au niveau de la santé. Merci beaucoup. Je trouve que ça permettait d'éclaircir, de faire du lien en plus entre... Est-ce que l'une ou les autres, vous avez des choses à rajouter sur cette question-là, peut-être? Ben, en fait, je voulais rajouter en lien avec les territoires forestiers. En fait, le territoire forestier au Québec, ben, il est loin des gros centres de population. Cela dit, je vous ramène à l'été 2023, quand le Canada a brûlé, les forêts canadiennes ont brûlé d'est en ouest. Tout d'un coup, à Montréal, il y a eu des pannes d'électricité parce que les lignes de transport d'électricité ont fermé à cause de la chaleur créée par les feux. Les gens à Central Park, à New York, avaient des problèmes de qualité de l'air à cause des feux. Et donc, ça a été une réalisation que l'impact des changements climatiques sur les forêts, ben, c'est pas juste, bon, les forêts qui brûlent dans le nord, ça a des impacts réels. On l'a vécu en milieu urbain. Cela dit, les communautés autochtones le vivent année après année après année parce qu'il y a des feux tout le temps qui se passent sur le territoire et de plus en plus. Et donc, les impacts en termes de santé humaine sont vraiment importants en termes de développement des villes et des villages maintenant. Les feux de forêt les risques de feux de forêt doivent être pris en compte dans l'aménagement urbain, dans la construction des maisons, dans l'accessibilité à l'énergie, parce que c'est un risque qui est rendu de plus en plus grand, donc il vient mobiliser les autres ODD. Peut-être que ça sera un élément qui va freiner l'étalement urbain. Il peut y avoir un côté positif à ça. Merci beaucoup. La dernière question qui est encore moins facile que la deuxième. Vous les avez vues, les questions avant, là, mais qui est certainement un peu provocatrice. C'est part d'un constat. Je l'ai déjà dit hier, je crois, mais l'année dernière, en juillet dernier, lors du Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable. Vous savez, c'est l'endroit où les pays se retrouvent au quartier général des Nations Unies à New York et où chaque année, un certain nombre de pays présentent leur examen national volontaire, qui est en gros un travail dans lequel ils montrent à quel point ils ont atteint les différentes cibles, les différents ODD, etc. etc. Et à chaque forum aussi, il y a quelques ODD en particulier qui sont
plus particulièrement analyser, étudier, passer au crible, comme tu le disais, pour voir un peu globalement, à l'échelle globale de la planète, comment il se comporte. Et l'année dernière, l'ODD 13 était en particulier mis en avant, et dans ses liens avec les autres ODD. Puis ce qui a été mis en avant, c'est que c'est d'assez loin l'ODD qui est le moins aligné sur ses objectifs de départ. Et que le fait qu'il soit moins aligné sur ses objectifs de départ, ben, ça a des effets sur tous les autres ODD, sur la limitation, puis on l'a vu avec les exemples que vous évoquiez là, on le comprend assez bien. Donc ma question c'était, et alors évidemment il ne s'agit pas de remettre en cause la pertinence des ODD, mais de discuter de tout ça. Ma question elle est, est-ce que vous pensez que l'existence de ce référentiel des 17 ODD, des 169 cibles, est-ce que ça aide l'action climatique? Est-ce que ça contribue à l'action climatique, à l'engagement dans l'action climatique, ou au contraire, est-ce que ça aurait tendance à diluer les efforts parmi 17 ODD et que finalement, il y ait un peu moins d'énergie qui soit mise sur la lutte au changement climatique directement? C'est ça ma question. Et là Evelyne, on revient à toi. Ben, je pense que justement, le fait que l'ODD sur le climat est si interrelié avec le reste, ben, le référentiel des ODD nous permet justement de montrer cette importance-là. Cela dit, chacun des ODD a ses propres mécanismes aussi. Là. On pense il y a la conférence sur le climat, là, la COP, à chaque année. Donc, il y a des initiatives spécifiques pour le climat. Sauf que quand on travaille sur les changements climatiques, ça peut être facile de juste se concentrer là-dessus puis de ne pas penser la question de justice sociale, par exemple, ou de transition juste. Je veux dire, ça serait facile d'ignorer complètement ce bout-là puis de dire, ben voici les meilleures solutions, puis complètement ignorer donc ces autres impacts-là. Je pense que le référentiel des ODD, justement, nous ramène à l'esprit en avant-plan l'interrelation entre ces différents objectifs-là. Oui, c'est pour ça que dans les COP, j'ai été surpris de voir à quel point le milieu syndical est très, très, très représenté. Et précisément pour c'est lié à ce que tu évoques, c'est-à-dire cette nécessité de transition juste. Là. Merci beaucoup. Marc-André? Oui. Moi, je crois, évidemment, je ne vais pas vous surprendre, mais je crois que l'ODD 13 est vraiment important. Je crois qu'il devrait être central à nos réflexions dans la mesure où celui-ci allume certaines boîtes des autres ODD. Donc, en fait, il est clair que la lutte au changement climatique ne devrait pas faire ombre à d'autres ODD. On parle de justice climatique, donc toute la question de combattre les inégalités. On peut penser systématiquement à des problématiques de cette façon-là, dans la mesure où il y a probablement une certaine forme de priorisation face à une urgence, mais cette priorisation ne doit pas se faire au détriment des autres ODD. Donc, en fait, quelque chose que je pensais qui serait intéressant à faire, ce serait de plus se centrer sur les problèmes, donc les problèmes réels, par exemple, ou les actions qui sont mises en application. Par exemple, si je fais des recherches spécifiques pour améliorer les processus de conservation à l'échelle du territoire, j'interviens déjà dans plusieurs ODD. Je vais intervenir au niveau de la vie terrestre, je vais intervenir la lutte au changement climatique pour favoriser la captation du carbone de ces milieux-là. Je vais, dépendamment de son intégration à l'échelle du territoire, influencer l'eau propre, donc la vie aquatique aussi. Donc, on voit rapidement quand on commence à se centrer sur une action ou une action spécifique qui est en lien avec le changement climatique, comment la succession des ODD peut apparaître. Et l'action la plus, je dirais, puis allons peut-être dans un aspect peut-être plus éthique, l'action la plus éthique est peut-être celle qui éliminerait le plus d'ODD. Donc, le plus des autres ODD. Donc, en fait, pour moi, la question de la lutte au changement climatique, et je le perçois comme ça, je le perçois plutôt comme finalement un ODD central qui ensuite vient utiliser d'autres ODD pour s'assurer, par exemple, de la viabilité de certaines mesures
On ne peut pas penser la lutte au changement climatique sans penser les inégalités ou sans penser le fait que, par exemple, de se diriger vers une société qui aurait qu'un focus, la transition énergétique, ben, cette société-là, par exemple, pourrait amener plus de guerre et de paix si on pense aux minéraux critiques. Donc c'est important ici de s'assurer que ces ODD soient interreliés et ça fait écho à l'interdisciplinarité ici. Merci beaucoup. Merci. Emiliano? Oui, de mon côté, oui, il y a un éclatement de la question climatique en ce moment, depuis quelques années, mais je répondrai avec les titres d'un des derniers ouvrages de Mike Hulme, que vous connaissez peut-être, le géographe qui est un des grands teneurs de la science du climat, à la fois du point de vue des sciences naturelles et des sciences sociales. Donc, climate change is not everything. Et donc, en sociologie, on appelle ces processus-là la climatisation. Oui, donc il y a un éclatement de la question climatique. La question climatique acquiert un pouvoir agrégateur, ouvre de nouveaux espaces économiques, politiques, académiques même. Donc, il y a un éclatement. Le changement climatique percole dans des domaines, dans des secteurs d'activité qui n'étaient pas initialement ou pas directement liés au climat. La finance, les arts, l'agriculture, l'alimentation. Aujourd'hui, on le donne par acquis, mais ce n'était pas le cas il y a 10 ans, il y a 15 ans, etc., etc. Donc, d'un côté, c'est positif parce que tout le monde se sent concerné. Tout le monde se repositionne en fonction de l'enjeu du climat, mais d'autre part, ce que certains auteurs mettent en évidence, c'est un danger, un côté contre-productif. Pourquoi? Parce que tout le monde est concerné, mais de manière marginale, de manière superficielle. Et donc, on le voit et tout le monde fait, monsieur, madame, tout le monde, moi j'ai fait ma compensation carbone ou j'ai acheté quelques produits écologiques. C'est fini. Moi, entreprise, j'ai ma déclaration climatique, c'est correct. Donc, certaines fois, ça peut arriver même dans le greenwashing. Et je terminerai avec les phénomènes qu'on appelle aujourd'hui un peu le carbonisme, hein, ou l'engouement carbone. On réduit la complexité et les potentiels transformateurs de l'action climat à la seule question du CO2. Donc, alors que le climat, vous l'avez mis en évidence, c'est beaucoup plus que seulement le carbone, c'est des styles de vie, c'est de la justice sociale. Et donc, on peut aussi être carbone neutre, mais continuer à polluer la planète. Donc, il faut comment dire, équilibrer les choses. C'est vraiment intéressant. Je trouve ça super intéressant. Puis ça fait écho à. Qui est-ce qui citait tout à l'heure? Je crois que c'est Perpétue qui a évoqué le baromètre de l'action climatique qui, depuis 6-7 ans, là, est régulièrement renouvelé par notre collègue Valériane, là, Champagne-Saint-Arnaud, qui s'excuse d'ailleurs de ne pas pouvoir être là. Mais ce qui est intéressant et inquiétant dans l'évolution des baromètres, là, c'est qu'on voit, elle a mis en évidence dans les baromètres à quel point le pourcentage de personnes qui expriment une fatigue climatique est croissant. Et c'est si je parle de son contrôle, elle n'est pas là, mais ce que j'ai compris lorsqu'elle présente ça, c'est que effectivement, c'est même un des indicateurs qui progresse le plus. Et c'est un indicateur inquiétant, en tout cas, qui devrait nous alerter parce qu'au final, arriver à un certain seuil, la fatigue, c'est le désengagement et c'est l'inaction. Et c'est évidemment ce qu'on ne veut pas. Donc, je trouve ça intéressant, ça fait un lien avec ça. Puis il y a certainement des bonnes discussions avec. J'aurais une question pour les une question d'ingénieur pour les non-ingénieurs. Ici, en fait. Si, mettons, une solution climatique, les ingénieurs déterminent que la meilleure solution climatique, une des seules, va avoir des impacts négatifs sur les populations, en termes d'équité, de justice et tout. Mais c'est celle-là qui serait la meilleure, sinon on n'y arrivera pas. Puis là, c'est un peu ça qu'on arrive comme
entre ingénieurs, on arrive à des solutions Oui, oui. qui tiennent quand même peu compte, qui peuvent même avoir des impacts négatifs. Donc, comment qu'on gère ça? C'est une bonne question. L'interdisciplinarité? Non, mais c'est d'autant plus une bonne question que tu sais, qu'à mon avis, plus on avance dans ces enjeux-là et moins on est actif. Et je ne sais pas si je suis clair, mais plus vite on va arriver à une situation où on aura une marge de manœuvre réduite et où on risque de se faire effectivement imposer des solutions techniques qui seront les seules viables, mais qui ne seront certainement pas les plus, les plus optimisées sur le plan du bien-être et du social. Mais je vais d'abord laisser répondre. Ah, ok, ben vas-y, Marc-André. Tu peux y aller. Oui, vas-y, puis après. Mais, en fait, je ne sais pas si je me considère comme un ingénieur parce que je ne le suis pas, puis je ne pourrais pas dire que je suis ingénieur. Non, sinon tu vas te faire actionner par. Ouais, ben, c'est ça. Et je ne suis pas ingénieur, juste pour ne pas me faire poursuivre. Je ne crois pas que la meilleure solution technique est la meilleure solution dans un contexte où elle ne s'inscrit pas dans une société, là. Donc, dans un débat social actif, dans un débat social qui est réfléchi, où finalement différentes personnes viennent partager leur point de vue sur la question, puisque on le voit très bien, là, même dans la meilleure solution technique, il y a souvent des oublis. Puis on le voit là, dans ce discours de transition énergétique qui est en train de se développer ici au Québec. On voit qu'il y a un gros oubli, c'est toute la question des ressources, de l'exploitation, de finalement l'accaparement des terres, de la colonisation qui est associée. Et ça, c'est jamais discuté et ça se traduit par minéraux critiques. Mais on voit clairement que la projection associée avec certains minéraux critiques est trop petite. Il y a pas assez sur certains minéraux, là, il n'y a pas assez de minéraux pour pouvoir opérer la transition énergétique. Donc, cette question technique s'opère toujours dans un discours et dans un moment. Donc, même en tant que ingénieur ou pas. Mais c'est un bon point. C'est un bon point, c'est-à-dire que je comprends la question d'Evelyne, mais c'est effectivement la poser comme ça, c'est la poser en la déconnectant de l'environnement socio-technique duquel émergent les solutions d'ingénierie. Oui, ben, Tierno? il y a plusieurs points. Je vais commencer peut-être par répondre un peu à la question d'Evelyne. C'est-à-dire que nous, en général, ben, dans le cadre de nos démarches d'évaluation, justement, on travaille avec des ingénieurs, etc. Mais on essaye de faire en sorte qu'il y ait quand même ce qu'on appelle l'approche participative, c'est-à-dire l'association quand même des communautés. Stéphane a parlé de l'environnement social, etc. Parce qu'on n'est pas là, on fait pour, mais on fait avec. On ne fait pas pour les gens, mais on fait avec les gens, pour les gens et par les gens, etc. Donc, de nos jours, de dire on a la solution et on vient, on veut l'imposer ou on dit c'est ça qui marche sans une étape de participation citoyenne, d'implication des communautés, je pense pas que ça va vraiment fonctionner. Donc, je pense qu'il faut adopter une autre stratégie à ce niveau-là. Deuxième chose, par rapport à la fatigue climatique, oui, c'est pour ça qu'il faut changer le discours, je pense. Et maintenant, en tout cas, au niveau de la santé, souvent, quand on veut faire passer des messages, on dit toujours sauver le climat, c'est bon pour la santé, ou l'action climatique, c'est une opportunité pour la santé. C'est-à-dire qu'on essaie de sortir un peu de cette question de risque pour amener les gens à réfléchir autrement aussi en disant, bon, ben, si j'agis comme ça en matière de changement climatique, peut-être que j'aurai ça comme bénéfice, etc. Et il y a même de la quantification hein, par rapport à ça, il y a des estimations économiques. Donc, je pense qu'il faut se remettre en question aussi par rapport au discours alarmiste, etc., et peut-être trouver d'autres stratégies. Après, pour les ODD, et ça a été évoqué par Evelyne, par tous les panélistes ici, je pense qu'il ne faut pas essayer de voir l'ODD sur la fin d'un côté, l'ODD sur le climat de l'autre, etc. Je pense que l'enjeu est tellement complexe et c'est pour ça qu'on essaye d'ailleurs de former maintenant la plupart des étudiants, des professionnels dans un esprit, et ça a été dit, interdisciplinaire, intersectoriel. Je ne pense pas qu'un seul secteur a la solution à ces problèmes-là. Et il ne faut pas regarder ODD par ODD, il faudrait regarder les ODD en lien avec les autres ODD, y compris celui sur les changements climatiques, parce que des gains en termes de climat peuvent être obtenus par les autres ODD. Hein. Et le climat, lui, peut contribuer aussi à réduire, l'ODD climat, à réduire, par exemple, les inégalités. Donc, de faire une réflexion
il faut faire une réflexion décloisonnée et non cloisonnée. Ça, c'est très important. On parle de silos, bah, justement, il ne faut pas aller dans cette direction-là. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir cette vision holistique globale de ces enjeux-là et essayer de les traiter de cette manière-là. Donc, moi, c'est pour ça que je pense qu'au contraire, les différents ODD peuvent contribuer à la protection du climat, tout comme l'ODD 13. Et il n'est pas le seul, d'ailleurs, à devoir contribuer à cette protection-là. La santé peut, la lutte contre la faim peut, etc. Donc, c'est juste qu'il faut s'inscrire dans cette interdisciplinarité et il faut s'inscrire dans cette, finalement, complexité qui nécessite cette approche interdisciplinaire. Merci beaucoup. Mais oui, merci. Je ne peux pas être plus d'accord que ça avec toi, mais c'est ce qui fait aussi la difficulté. Et puis, une des présentations, Marie-Félix, c'est ça, je crois que c'est toi, Marie-Félix, qui présentait un travail sur c'est pas le bon, j'allais dire le narratif, c'est pas le narratif, c'est. Pardon? Oui, mais c'est sur les discours. C'est sur les discours. Puis tenir un discours sur ce niveau de complexité, d'interaction, etc. Est-ce que c'est pas, on déborde un peu là, mais est-ce que c'est pas justement ce qui rend si complexe dans la capacité qu'on a à engager la population, par exemple, dans des actions concrètes? Comment on s'y prend? Parce que c'est excessivement complexe d'expliquer ce que vous expliquez là. Là, on est des initiés, tous et toutes des gens qui avons regardé de plus ou moins près la question, mais ce n'est pas le cas de la majorité de la population. Donc, face à des discours qui simplifient tout, c'est vraiment complexe. Puis on peut terminer là-dessus si vous avez juste un mot à dire sur ça, là, parce que ce qui fait la force, c'est aussi ce qui fait la difficulté à défendre ces points-là. Ben, dans ce contexte, ça pose la question de c'est quoi le rôle de l'université dans un contexte d'action climatique? On a eu un cours là, dans le cours de la maîtrise en action climatique sur cette question. Donc, moi, je crois que les universités ont beaucoup passé de temps dans les 100 dernières années, ou peut-être un peu plus, à produire de la connaissance. Il est peut-être temps de réfléchir à comment on la mobilise, comment on accompagne cette connaissance-là et comment on la valorise auprès des populations. C'est beau de produire une information puis de la transmettre, mais après ça, de prendre cette information, de l'incarner et d'investir les milieux sociaux ou les milieux où cette information est utilisée, ça, c'est souvent quelque chose qui manque dans ce rôle du chercheur ou de la chercheuse. C'est l'accompagnement de cette information-là qui nous, finalement, en tant que chercheurs ou chercheuses, d'une certaine mesure, nous vulnérabilise. Puisque écrire un article, c'est pas facile, là, mais ça prend un certain temps, mais ça nous éloigne finalement de cette question d'accompagnement de cette connaissance qui est produite. Donc, à ce moment-là, je crois qu'il est important de peut-être, en tant que en me positionnant comme chercheur, d'accompagner cette connaissance et de dédier finalement un certain pourcentage de mon temps dans cet accompagnement-là, malgré le fait que ça ne soit pas reconnu à l'université. Oui. Merci. Est-ce que vous avez d'autres réactions? C'est pas une obligation, non? Evelyne? J'abonde. Je suis d'accord avec Marc-André. Aussi. Tout le monde est d'accord? Est-ce qu'on a quelques minutes, tu penses, pour des questions? C'était pas prévu, mais je pense qu'on peut prendre quelques minutes. Bon, merveilleux. Donc, merci parce que vous avez été vraiment à la fois généreux et concis et synthétique, ce qui nous permet d'avoir un peu de temps. S'il y a des questions. Oui, Michel? Monsieur Pigeon? Oui, merci. Moi, une simple question que je me pose, jusqu'à quel point nos organismes, nos gouvernements, nos municipalités sont liés ou se sont liés aux objectifs de développement durable? Si on parle de la Ville de Québec, Yanno connaît, ou d'autres organismes, jusqu'où ça va? Est-ce que les villes, on peut leur dire, vous ne suivez pas les objectifs de développement durable, puis c'est pourtant dans votre constitution?
Où ça a été inscrit dans nos institutions, à part évidemment aux Nations Unies? Je pourrais répondre avec l'exemple de la ville de Québec qui, dans son dernier stratégie de développement durable, l'a façonné à l'image des ODD. Mais vous voyez, les ODD sont sortis en 2015, la stratégie est sortie en 2021. En 2030, il faudra renégocier des nouveaux ODD ou une nouvelle feuille de route. Mais on la voit, cette intégration-là des ODD dans les institutions. Mais peut-être un peu tardive et un peu peut-être marginale. Ouais. Mais si je peux répondre, Michel, juste aussi à un point, c'est quelque chose qui effectivement arrive tardivement, mais parce que ce qui a pris du temps et qui continue à être complexe, c'est que le référentiel des ODD a été pensé à un niveau très macro, avec des cibles macro. Et donc, il y a ce qu'on appelle, un des enjeux, c'est ce qu'on appelle la localisation des ODD, c'est-à-dire comment on décline, comment on priorise et comment on décline localement ce référentiel, ces cibles, pour faire en sorte que ça reflète les réalités locales et que ça permette quand même ensuite, en réagrégeant, éventuellement, de contribuer, par exemple, à un examen national volontaire. Donc, il y a d'ailleurs toute une mécanique d'examen locaux volontaires aussi qui a été pensée. Mais c'est sûr que ça prend du temps, puis que 2030, c'est demain. En gros, la politique de développement, la stratégie de développement durable qui a été pondue en 2021 était un moyen de s'arrimer au niveau du projet du tramway. Ça, c'est la vision labo de la patente. Puis c'est vraiment, en gros, c'est ça, c'était une manière pour mettre des indicateurs de performance, genre on va planter X nombre d'arbres. Maintenant, les villes sont dans une obligation de produire ce qui s'appelle les plans climat. Ça vient du MAMACH. Il y a plein de municipalités ou des MRC qui entament ces grandes réflexions-là. La Ville de Québec, c'est avec le PAE, qui sont en train de produire ces éléments-là pour mettre à jour avec des incitatifs et des objectifs vraiment au niveau de quels sont les types d'interventions qu'il faut mettre. Comme là, il y a la stratégie de protection des prises d'eau potable. Ben, ça veut dire il faut qu'on achète X, Y, Z pourcentage de mètres carrés de terrain en amont. Moi, je le mets au niveau de la crise du logement. On doit bâtir 80 000 nouveaux logements d'ici 2040. Où est-ce qu'on va les mettre? Donc, ça demande vraiment de réfléchir à comment on peut l'orchestrer dans la dynamique de la ville de manière axée sur le développement durable, mais surtout au niveau de l'équité sociale. C'est ça. Oui, oui. Mais oui, effectivement, les plans climat, c'est quelque chose d'assez nouveau, mais qui, justement, tu les connais toi aussi, là, puis moi, j'ai regardé ça bien. Il y a une feuille de route, un guide qui a été mis en place par le MAMACH, mais ce n'est pas quelque chose qui adresse l'ensemble des ODD. C'est vraiment centré, ça demande, ça impose aux municipalités d'ici 2026 de se doter de mesures d'atténuation et de mesures d'adaptation. Alors, de dresser un bilan de leur empreinte carbone et ensuite d'adresser ces mesures. Mais c'est beaucoup plus restrictif qu'une stratégie DD comme oui, en fait, ils ne sont pas obligés, mais ils sont quand même. Il y a une injonction à ce que les municipalités. Sinon, elles ne le feraient pas toutes, là. Mais en tout cas, on pourrait débattre de ça, mais c'est sûr que c'est pas une obligation, sauf qu'aujourd'hui, pour discuter avec beaucoup de MRC, ils sont tous en train de s'y mettre parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas le choix de le faire. Donc, et puis c'est une bonne chose, hein, mais c'est ça. Donc, et puis, tu sais, l'Université Laval a utilisé aussi les ODD. Le gouvernement du Québec a revu sa stratégie en l'appuyant sur les ODD. Donc, ça a quand même percolé à des niveaux régionaux, plus locaux aussi, mais ça pose encore beaucoup de questions et de problèmes. Ne serait-ce que, tu sais, l'Institut EDS a eu un projet qui portait précisément là-dessus, hein, DTI-ODD financé par l'unité ODD du gouvernement fédéral et qui visait justement à essayer, en travaillant avec des municipalités, de développer des approches, des méthodes, des outils pour aider les municipalités à intégrer ce référentiel-là dans leur
outils de planification territoriale et de développement stratégique. Est-ce qu'il y a d'autres... Il y en a une ici. Ah oui. J'avais une question qui suivait un peu, là, mais à quel point ce dont on parle pour les municipalités, ça a été mis en place de manière contraignante? Parce que, on le sait, là, mettons, au niveau provincial, on a une obligation chez les ministères d'avoir des politiques de développement durable, mais au-delà du reporting puis de la mesure, on le sait, on le voit, c'est étudié, ils n'atteignent pas les objectifs. Donc, est-ce que c'est plus contraignant que ça? Est-ce qu'on a un intérêt envers ça ou c'est vraiment juste... Je dirais que ce n'est pas contraignant, mais comme les ODD ne le sont pas, je veux dire, au niveau international, ce cadre-là n'est pas... C'est comme tous les outils des Nations Unies, ce n'est pas des outils qui imposent des contraintes, c'est sur une base volontaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle des examens nationaux volontaires ou des examens locaux volontaires. Et c'est pour ça que, par exemple, le seul grand pays occidental qui n'a jamais remis un examen national volontaire depuis l'existence des ODD, c'est les États-Unis. Ils n'ont jamais fait la moindre reddition lors des forums de développement durable. Donc, il n'y a pas d'obligation, mais c'est ça, mais c'est sur une base volontaire. Et puis, les plans climat, tu as raison, ce n'est pas non plus quelque chose que le MAMACH impose aux municipalités. Il n'y a pas d'obligation, mais il y a quand même disons, une injonction assez directe, des incitatifs pour le faire. Puis des incitatifs financiers aussi qui s'accompagnent. Donc, c'est plus la carotte que le bâton, mais il y a des incitatifs financiers. C'est pour ça aussi que beaucoup de municipalités ont saisi l'opportunité de cette stratégie-là en disant, on peut aller chercher des ressources pour mieux se positionner sur des enjeux climatiques, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Donc, il y a quand même des leviers là, qui sont... Pardon? Il y a quand même des leviers qui sont... Oui, il y a des leviers qui sont... Là, en l'occurrence, c'est des leviers financiers parce qu'arrimé à cette stratégie-là déployée par le gouvernement du Québec, il y a effectivement des ressources. Et puis d'autres formes de ressources, par exemple, des appels sur des innovations sociales dont certaines municipalités se saisissent pour déployer ce genre de choses aussi. Moi, je dois me sauver, aller prendre le transport en commun. Tu peux te sauver. De toute façon, on arrive à... Écoutez, avant que tu te sauves, on va t'applaudir aussi. Donc, merci beaucoup à nos 4 panélistes. Et encore, je le répète, merci beaucoup parce que vous avez été à la fois très généreux sur les idées, sur la profondeur des réflexions que vous avez partagées, puis en même temps, vous avez été très sobre sur le temps, ce qui est une belle qualité. Donc, merci beaucoup à vous 4 encore une fois.